Je te donne le feu. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers fabriqués. Parfait. Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Alors je vais le photographier avant qu'on le démolisse. As an artist, if it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. But why? Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les douves. Bienvenue ou re-bienvenue dans La Douve, cette émission qui analyse les films en costume sans pour autant essayer de se pencher toujours sur l'historicité de ces longs métrages. Cette émission est la seconde partie d'une émission sur 4 films qu'on va avoir l'occasion de représenter rapidement. Je suis accompagné pour cette émission de mes 2 partenaires habituels, donc c'est-à-dire Pierre Udren. Bonjour. Qui a l'air plus joyeux que d'habitude, et Édouard Fabier. Salut. Ensemble, on va se pencher sur, du coup, Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua et La Dernière Légion du réalisateur dont je n'ai pas le nom. Doug Lefner. Voilà. Qui, du coup, nous semblait important à évoquer à la suite de ce qu'on avait choisi au départ, qui était de s'intéresser à l'Aigle de la 9e Légion et Centurion. Vous avez donc une partie 1, si vous arrivez en cours de route, qui est disponible sur le PodCloud de la Douve. Et bah, si vous souhaitez attaquer directement ici, ou que vous avez déjà suivi la partie 1, eh ben, en avant. Durant des siècles, les historiens ont pensé que l'épopée arthurienne n'était qu'une légende. Mais à l'origine du mythe, il y a eu un véritable héros qui vécut voilà 1600 ans. Mon père ne tarit pas d'éloges à votre égard. Vous êtes digne des contes de fées. Des êtres aussi braves et généreux ne peuvent exister. Les chevaliers du roi Arthur. Je n'ai de devoir qu'envers mes hommes. Cette deuxième partie d'émission, on a décidé de se concentrer sur 2 films qui parlent encore une fois du monde romain dans la Bretagne, à savoir la Grande-Bretagne, du coup maintenant de l'époque plus ou moins historique. Et donc avec 2 films du coup, qu'on a mis ensemble parce que clairement ils lorgnent un petit peu vers le fantastique. Et on va le voir assez rapidement vers aussi le mythe arthurien. Il faut un petit peu ce pont entre l'Antiquité historique et le début du mythe arthurien. Ces 2 films, c'est donc La Dernière Légion de Doug Lefner, qui raconte l'histoire du dernier empereur de l'Empire d'Occident, qui s'appelle, alors je sais plus, je n'ai plus son nom bien évidemment, Romulus Augustule. Et du coup, il va nous raconter comment aider d'une troupe de mercenaires ce jeune empereur dépossédé de son empire du coup par les Goths, entre dans une quête qui est de rejoindre la Dernière Légion, une légion stationnée au nord de la Bretagne. Et donc on va suivre l'aventure de ce personnage, donc c'est un film d'aventure vraiment à l'ancienne. Et on a décidé de mettre ce film... Vraiment familial aussi. Oh oui, hein, vraiment complètement familial, mais je pense qu'on va en parler un petit peu dans la façon de produire le truc et des acteurs et tout ça. Et ensuite, on va vous parler du Roi Arthur d'Antoine Fuqua, qui date de 2004, qui est une volonté de faire un film sur le Roi Arthur, mais de s'appuyer sur, et là, je cite parce que c'est important, sur des recherches historiques. On a donc, depuis le début de La Douve, le seul film, qui se prétend véritablement historique. Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua. On va rigoler pendant ce podcast. Et donc là, c'est l'histoire de ce fameux roi Arthur, du coup, qui est en fait un chef de guerre romain, qui fait partie d'un corps de cavalerie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
les cavaliers sarmates qui auraient été ramenés de l'empire, des confins de l'empire romain jusqu'au mur d'Adrien. Et donc on va assister en fait à une bataille décisive dans la création justement de ce monde du roi Arthur, puisque là c'est véritablement ça, qui est une bataille historique, qui est la bataille du mont Badon. Et donc l'idée de ce film, le roi Arthur, c'est de faire cohabiter du coup les éléments de la légende arthurienne qu'on connaît tous, donc c'est-à-dire la table ronde, Lancelot, Gauvin, la reine Guenièvre, Merlin, de prendre tout ça, mais en fait de donner une sorte de support historique en fait, et de montrer ces personnages un peu comme ils auraient pu être historiquement. Et ben du coup, sans plus attendre, est-ce que je peux vous demander, les loulous, ce que vous avez pensé de ces deux magnifiques films? Alors, Christophe, tu veux commencer peut-être? Alors, c'est pas très compliqué pour moi, parce que j'ai le Roi Arthur est sorti en 2004, une période où j'étais adolescent, et où donc j'étais très content d'aller voir ce film au cinéma, donc il a un passif avec un affect qui je pense... brouille un peu ma vision de ce truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le revois, ça y est, je suis de nouveau à cette période-là où on sortait du Seigneur des Anneaux, où on allait vers le Pirate des Caraïbes, il y avait Harry Potter en même temps, enfin toute cette émulsion de cinéma, de fantasy qu'on avait et qui nous tournait autour, et où du coup je suis toujours très content de replonger dans ce genre de petite Madeleine de Proust. Et à la fois, c'est un film dont je suis capable de dire... Oui, je comprends tout ce qui est pas bien, tu vois. Je comprends tout ce qui va pas, mais je peux pas m'empêcher d'aimer un peu, quoi. Voilà, donc c'est un peu particulier. La Dernière Légion, je l'ai vu beaucoup plus tard, parce que c'est un film qui est sorti en 2007, mais j'ai dû le voir genre en 2011 ou 2012, un truc dans ce style-là. Il m'avait laissé une impression un peu longuette, vraiment. Le truc avait pas de souffle, à mon sens. Et en le revoyant, j'ai à peu près toujours la même impression. Alors il y a des trucs, c'est pareil, tu vois, il y a des trucs que je comprends, mais je sais pas, dans l'ensemble, j'ai pas de... Je sais pas, ça manque d'un élan, finalement. Je trouve ce film, il est un peu dans l'optimisation, et il manque peut-être un peu je sais pas, de caractère, finalement, quelque part. Je sais pas exactement ce qui lui manque, mais en tout cas, il manque quelque chose. Et toi, Edouard, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je serais un petit peu comme toi. Ce roi Arthur, je l'ai vu quand j'étais jeune, enfin en 2000, comme t'as dit, comme toi en 2000 quelque là. 4, merci. Ouais. Toujours pareil, il y a un gros affect sur ce film parce que quand tu vois les films finalement que tu vois à cet âge-là te restent, et si t'ont laissé un bon souvenir, ce souvenir reste. Du coup, voilà, moi c'est vrai qu'entre les deux films, c'est celui-là que je préfère. C'est vrai que pour moi, La Dernière Légion reste vraiment quand même un film jeunesse, film pour les enfants, où c'est un peu violent, mais c'est rigolo parce que les personnages, pour punir les autres, ils les plongent dans des fontaines. Enfin voilà. Il y a cet aspect bon enfant qui Potache m'a... un peu, quand même. Potache qui m'a, ma foi, un peu laissé dubitatif. Et Mais... sur le... Oui, alors que le Roi Arthur s'adresse quand même plutôt clairement à des ados, ce qu'on était au moment où il est sorti, quoi. Exactement. Et voilà, je pense clairement, voilà, le Roi Arthur, malgré ses défauts, je pense, reste à mon cœur. Et toi, Pierre? Alors moi j'adore La Dernière Légion, et là je l'ai revu. C'est pas un très bon film, hein. C'est pas très bien. C'est vraiment pas très bien, mais je sais pas. Il y a peut-être en fait cette volonté de justement se rapprocher d'un truc jeunesse. Je trouve que La Dernière Légion est un film qui devait être daté directement quand il est sorti aussi. Et en ça, moi j'y retrouve peut-être des énergies plus de films beaucoup plus tout petits, quoi, de vieux péplums et de trucs comme ça. Tu vois, tu t'attends limite à voir... les squelettes de Jason et les Argonautes. C'est exactement ça, c'était complètement dans mes références en fait. Je pense que ce film-là me renvoie à ça. Il y a une scène qui est ma scène préférée, je pense, de tout ce genre de film absolument total, et qui pour moi justifie l'entièreté du truc. C'est la scène que j'ai refaite en pré-générique, là, c'est Je vous donne le feu, avec cette espèce de Merlin complètement aux fraises. Enfin, pour moi, c'est un bonheur, quoi. Et du coup, ce film-là, il me fait, je sais pas, il me fait rire. Je peux pas le trouver, il est pas très bien, mais je peux pas le trouver nul, quoi. Et le Roi Arthur,
Je l'avais vu au ciné, pareil, j'ai un attachement parce que, faut le dire, en fait, on a des répliques cultes de ce film qu'on se dit entre nous dans la vie de tous les jours, quoi. Et du coup, il a ce côté-là, tu vois, il est chevillé au cœur un peu. Je me rappelle que j'en avais pas eu une impression non plus de folie, quoi, tu vois, j'avais pas adoré ça. Et en le revoyant, en fait, effectivement, j'ai vu les faiblesses du truc quand même, elles sont aussi assez visibles. Je pense, par contre, ce qui m'a intéressé en le revoyant, c'est que le Roi Arthur, c'est vraiment le pur produit de son époque, quoi, à tous les niveaux. Il y a plein de choses super intéressantes dedans, quoi. Du coup, je sais pas, les deux, j'aurais tendance à dire, c'est pas deux très bons films, mais c'est des films sur lesquels il y a quand même un affect que j'aime beaucoup, quoi. C'est compliqué de les détester aussi, tu vois, je trouve, il y a ça. Ouais, c'est ça. Le Roi Arthur, moi je me revois tout fébrile en train de mater la bande-annonce sur les CD de Studio Ciné Live, tu vois. Genre il y avait cette ambiance il y avait les bandes-annonces sur un CD que t'achetais avec ton magazine, et il y avait cette bande-annonce là dedans qui faisait que j'attendais le film, quoi. C'est toute une époque finalement. Parce que nous on est vieux, mon petit pote. Nous à Noël on avait qu'une orange, voilà. Et on matait les bandes annonces sur des CD. Et oui, les CD, c'est un ancien système qui n'existe plus. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux films qui, contrairement aux deux premiers du podcast précédent, on peut multiplier les budgets par 10, mais en tout cas, il y a de la thune. Le plus conséquent des deux, c'est quand même Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua, qui a un budget de 120 millions de dollars, donc du coup, c'est l'équivalent de, je sais pas... Qu'est-ce qui sort avec 120 millions de dollars aujourd'hui, un Wonder Woman comme ça. Alors en fait c'est ça, mais à l'époque il faut se rendre compte que 120 millions c'est vraiment énorme, hein, comme budget. Maintenant on a des 200 millions, des 300 millions qui sont les budgets des gros Avengers, qui sont des trucs, tu vois, le haut du... oui c'est ça, les plus gros budgets du monde, quoi. Mais à l'époque 120 millions c'est vraiment énorme, hein. Il y a peut-être un petit côté inflation depuis, oui, et puis il y a aussi un côté les films coûtent de plus en plus cher en fait. Je pense aussi parce qu'on essaie de faire des blockbusters, des machineries énormes. Pour vous donner une idée, on est un peu en dessous du budget du premier Pirates des Caraïbes, qui était à 140 millions de dollars à l'époque. Donc du coup on est sur des budgets conséquents, mais ça se sent même dans le film que il n'y a pas un Johnny Depp un peu en tête de pont pour emmener le truc. On est sur quelque chose d'un peu... tout le casting il va être un peu nivelé par le milieu d'un point de vue de la notoriété, quoi, tu vois. Il n'y a pas de personne qui vraiment est très connue dedans, à part Keira Knightley, mais son pire. Ouais, mais elle sort on est sur l'année d'après Pirates des Caraïbes, tu vois, donc on n'est pas non plus... c'est pas comme Pirates des Caraïbes qui s'appuie sur un Geoffrey Rush ou sur un Johnny Depp ou sur des figures comme ça un peu plus connues à l'époque, quoi. Et alors la production de l'un a entraîné la production de l'autre aussi. Il y a aussi ça qui est important, c'est le fait que le Roi Arthur se fasse, qui a permis aux producteurs de se dire oh là là, on va finalement... On va surfer là-dessus, quoi. On va surfer un peu là-dessus parce que c'est possible, et du coup on va faire La Dernière Légion, qui lui a un budget qui est très très confortable, mais qui est quand même un peu moindre, qui est de 67 millions de dollars. Ça reste... Moitié moins de budget, mais un peu plus de thunes que le Nicolas Cage qu'on a chroniqué la dernière fois. C'est ça. En gros. Dans tous les cas, ces films au box-office sans se planter. Pour le Roi Arthur, on va dire qu'il est pas, il rentre pas tout à fait dans les clous. Il ramène 200 millions. C'est pas le succès espéré, je pense, pour Jerry Bruckheimer et l'équipe qui est derrière. Il marche très bien en Europe, il marche pas bien aux US. Voilà. En Europe, on est un peu à la recherche du Pirate des Caraïbes de cet été-là. Côté Dernière Légion, c'est la catastrophe. On est sur ça rapporte 25 millions de dollars, donc vraiment un truc qui se viande au box-office. Je pense que le Roi Arthur a entraîné la production de La Dernière Légion, mais je pense que Narnia à l'époque aussi a entraîné la production de La Dernière Légion, quoi. Tu vois, on est vraiment dans cette époque-là. Et ça se passe pas très bien, quoi. Ça fait partie de ces films qui coûtent plus qu'ils ne rapportent. Voilà, on parlera pas finalement, est-ce que c'est pas la malédiction du Roi Arthur au cinéma de ces dernières années, puisque le Roi Arthur de Guy Ritchie a aussi bien mis dans la panade Warner il y a quelques années, quoi. La légende est née il y a longtemps, au pied de ces sombres collines et sous ces mêmes cieux. Elle conte l'histoire d'une arme au pouvoir extraordinaire. L'épée porte en elle une prophétie. L'Empire vit ses jours les plus noirs. Face à l'invasion barbare,
Défendez l'empereur! Allez! Ils sont des milliers! Comment est-ce arrivé? Son père et sa mère ont été tués, ainsi que mes hommes. Seule une poignée de fidèles guerriers. Nous sommes les gardiens de la foi. Jamais rien ne pourra nous séparer. Risqueraient tout. Pour sauver leur nation. Je vais commencer par le Roi Arthur, donc, qui est réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, c'est un réalisateur, pour le coup, vraiment efficace, très studio hollywoodien. Je pense que son film le plus connu, et peut-être son meilleur, alors ça c'est de mon humble avis, ça va être Training Day. Mais après, en fait, dans sa filmographie, on a pas mal de grosses choses hollywoodiennes. On a Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis. On a Shooter d'élite. On a L'élite de Brooklyn. Et ces années-là, enfin, il a aussi fait La Chute de la Maison Blanche, tu vois, qui est un bonheur de film de droite, un peu pourri, ricain, avec une petite bière un peu sale, ça passe toujours, quoi. On a vraiment, voilà, un faiseur hollywoodien qu'on peut pas vraiment considérer comme un auteur, mais qui par contre a une certaine efficacité pour faire ce genre de projet, quoi. On sent qu'il arrive très bien à gérer des gros films comme ça. Je pense qu'on peut parler du scénariste du Roi Arthur, qui est David Franzoni. Et là, du coup, il y a quelque chose qui n'est pas innocent, c'est que David Franzoni, c'est également le scénariste de Gladiator. Ah oui, et clairement, je pense que là, on a une volonté. On en parlait dans la première partie de cette émission, quand on parlait des films sur la 9ème Légion. Là aussi, on sent une influence énorme de Gladiator, du coup. Qui, je pense, a prouvé à cette époque-là qu'on pouvait faire, qu'on pouvait refaire des films un peu comme dans les années 60, quoi, c'est-à-dire des espèces de péplum vraiment épiques avec beaucoup de budget et que ça attirait des spectateurs en salle. Et justement, le Roi Arthur, il est complètement dans cette idée-là. Et d'une certaine façon, la dernière Légion, je pense qu'il fait aussi ce choix-là, mais en allant chercher plus quelque chose qui est proche des années 60, un truc beaucoup plus fantastique et familial. La dernière Légion, il est réalisé par Doug Lefner. Alors Doug Lefner, il n'a pas réalisé grand-chose, je crois que c'est son dernier film, et je crois que c'est sa première grosse production. Ce qu'il est important de dire peut-être, c'est que le film est produit à moitié en Europe, par du coup Dino De Laurentiis et Tarek Ben Ammar, donc du coup qui sont deux producteurs assez énormes et assez... Enfin, quand on imagine du gros producteur à cigare qui fait du gros film, je pense que les deux rentrent complètement dans cette catégorie-là. Et du coup, vraiment producteur à l'ancienne. Pour vous dire, Tarek Ben Ammar, il a produit, tu vois, Le Pirate de Polanski, des choses comme ça. Beaucoup de films tournés ou à Malte ou en Tunisie. Donc vraiment cette idée de faire un cinéma à l'ancienne. Et Dino De Laurentiis, c'est une pierre angulaire un peu de la production cinématographique. Beaucoup de productions adaptées de bouquins. Alors attends, je vais... Conan. Voilà, c'est ça. Mais alors tu vois, et vraiment une volonté de faire aussi ce truc-là. Je pense que Dino De Laurentiis, il est né en 1919, tu vois, donc il a vécu pleinement en fait cette époque du cinéma glorieux, de la glorieuse industrie du cinéma italien qui faisait beaucoup de péplum. Et du coup, tu vois, lui-même, il a produit Conan qu'on pouvait d'une certaine façon mettre dans cette lignée-là. Des adaptations de la Bible, enfin tout et n'importe quoi en vrai, hein. Tout ce qui est Hannibal Lecter au cinéma, c'est aussi lui. Et également, ce qui nous intéresse là, c'est il a produit en 1992 Evil Dead 3, L'Armée des Ténèbres de Sam Raimi, dont le réalisateur de seconde équipe était Doug Lefner, qui réalise du coup La Dernière Légion. Voilà, c'est un petit peu pour boucler cette petite boucle là. Et voilà, un petit peu pour l'historique un petit peu de ces films-là. Vous voulez que je parle On parle... Ouais, juste une petite parenthèse parce que du coup j'ai été traîné un petit peu sur le tunnel Wikipédia du Roi Arthur quand on disait que Jerry Bruckheimer, qui avait produit du coup les Pirates des Caraïbes à l'époque et plein d'autres choses entre temps, reprenait son équipe. La costumière qui est en charge des costumes sur le Roi Arthur, c'est la costumière de Pirates des Caraïbes. Donc voilà, on revient, et des visiteurs en Amérique. Voilà, ça c'était pour Pierre. Voilà, donc on a quelqu'un quand même qui a l'habitude de travailler dans ce cadre-là, qui va aussi faire Prince of Persia, Lone Ranger et compagnie. Donc tu vois vraiment quelqu'un qui bosse sur du costume histo mais pas trop, et en même temps de la grosse thune. Et à la photographie, on a un homme dont je ne saurais prononcer le nom sans l'écorcher, qui est Slavomir Idziak,
qui est polonais et à qui on doit notamment La Chute de la Faucon Noir et des choses comme ça. Donc c'est aussi des gens de films d'action qu'on va aller chercher en termes de photos et à qui on doit aussi la grande désaturation de Harry Potter et l'Ordre du Phénix de 2007, comme on l'appelle, puisque c'est le moment où les films vont commencer à passer petit à petit en noir et blanc. Voilà. En tout gris parce que ça fait sérieux. Et côté casting, Edouard, ça se passe comment ? Alors, nous avons d'un côté celui qui va mener tout ce casting pour la dernière Légion, Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai et Peter Mullan. Personne ne voulait prononcer le nom d'Aishwarya Rai, ouais, personne ne voulait prononcer en premier, quoi. On peut dire c'est quand même un casting un peu... Enfin, il va piocher un peu dans tout le cinéma, on va dire. Oui, bah c'est un casting international. Très orienté britannique quand même. Complètement, c'est-à-dire que tu vois Ben Kingsley qui survole un petit peu le film, qui joue Ambrosinus et qui va se révéler assez rapidement être la version netto de Merlin l'Enchanteur. Du coup, non mais tu vois, acteur très connu qui a joué notamment le rôle de Gandhi et qui et tu vois, a grand acteur anglais, mais qui en fait a une résonance énorme sur d'autres pays, tu vois, je pense notamment l'Inde. Aishwarya Rai, pareil, tu vois, grande actrice indienne, en tout cas très très connue, genre au top de sa célébrité à ce moment-là. Dans le rôle principal, on a un choix qui est un petit peu étrange, et je pense que ça a joué à l'encontre du film aussi, mais Colin Firth, acteur anglais, mais alors typiquement shakespearien anglais, quoi. Avec tu vois qu'on a vu depuis, je pense que son film le plus connu ça doit être le discours d'un roi, mais à l'époque il sortait surtout de Bridget Jones et je pense qu'il voulait sortir de Love Actually, des trucs comme ça, il voulait sortir peut-être de son image de comédie romantique, quoi. Ouais. Je pense qu'on a été le chercher pour le sortir de ça en tout cas. Mais du coup il y a une volonté un peu étrange parce que lui c'est censé être tu vois, le héros de l'action, quoi, vraiment le combattant de l'histoire, et en fait on a vraiment un combattant qui est très très intello, quoi. Je pense qu'on va, tu vois, on va reparler de cette de Colin Firth, quoi, mais même sa voix française, tu vois, moi j'ai regardé le film en version française, sa voix française renvoie complètement à ce côté très tu sens le mec très à l'aise pour lire du Shakespeare, tu sens qu'il s'amuse beaucoup à mettre des coups d'épée partout, mais ce choix est un peu étrange. Il a une voix assez nasale, oui, je crois, c'est dans son ça. doublage VF un peu. Mais même quand tu le vois dans le making of, il y a un peu ce côté, tous ils sont là, oui on aime bien, le film il y a des costumes, c'est exceptionnel, c'est bien produit, et Colin Firth il est vraiment là, genre, oui effectivement je pense que le côté très shakespearien de ces personnages a quelque chose qui m'amuse beaucoup, tu vois, et vraiment il détonne un petit peu, quoi. Je pense que le rôle principal qui est le rôle du gamin aussi, alors je sais pas quel est le nom de l'acteur, mais en fait il est connu. Thomas Brody Sangster. L'éternel gamin. C'est ça. Il doit avoir 35 ans maintenant, mais du coup c'est l'éternel gamin du cinéma. Voilà, il est né en 1990, hein, donc il a 14 ans à l'époque. Il a 30 ans. 16. 16, ouais, bah voilà, maintenant il en a 30. Hein. Ah, on rajeunit pas, ma vieille dame. Et je pense que typiquement lui il est là avec Colin Firth parce que ils s'étaient bien entendus sur Love Actually tous les deux, et du coup on va se faciliter le travail en prenant un binôme qui a déjà travaillé ensemble, quoi. Mais et si on passe du côté du roi Arthur, on a là un casting qui est assez exceptionnel quand même, hein. Le casting fait, je pense, beaucoup le film parce qu'on a beaucoup d'acteurs moyennement connus à l'époque, mais qui vont tous, d'une façon ou d'une autre, se retrouver dans des sortes de premiers rôles dans les années qui vont suivre, quoi. Ouais, et puis qui sont... Il y a quand même, le roi Arthur a quand même ce truc de casting de gueule un peu, je trouve, quand même, t'as Mads Mikkelsen, t'as même Clive Owen, il a quand même un visage assez particulier. Le roi Arthur, c'est Clive Owen, du coup. Voilà. Ray Winstone, bon... Voilà, il est peut-être un peu trop présent, mais... Ray Stevenson, on a comment il s'appelle, Hugh Dancy. Alors Hugh Dancy qui joue Galad, si je dis pas de bêtises. On a le mec qui joue Lancelot, qui est en fait le protagoniste principal de l'histoire. L'histoire commence avec lui, et elle nous est un peu racontée entre guillemets par lui. Johan Crufut. Voilà, qu'on a vu à la même époque, c'était la tête d'affiche des 4 Fantastiques. Et qui depuis a un peu sombré en termes de carrière, mais qui, voilà, on a Keira Knightley, on en a déjà parlé du coup, et puis voilà, donc on a quand même un casting de gens identifiables quand même très facilement, et on peut parler de Joel Edgerton aussi, qui est dedans. Qui joue Gauvin, qui joue Gauvin, et qui du coup aujourd'hui est
à qui on doit entre autres récemment The King sur Netflix, dans lequel alors je crois il le réalise. Non, je crois pas qu'il le réalise, mais je crois qu'il en a écrit le scénario et il a un rôle très important dedans, quoi. Il le produit et il joue comment il s'appelle, Falstaff dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc quelqu'un qui a depuis un peu pris de la bouteille, même s'il est toujours resté très attaché, je pense, à ce côté cinéma en costume, quoi. Et une chose qu'un... Ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était tous ces acteurs-là, en fait, quand on les voit maintenant, on se dit, mon Dieu, mais tout le monde est connu dans ce film. À l'époque, pas tellement. Hein. Je pense à Mads Mikkelsen, tu vois, il venait de faire Pusher 2 au Danemark avec Nicolas Winding Refn, donc il sortait d'un cinéma un peu underground. Alors pour le Danemark, c'est un énorme succès, Pusher, mais tu vois, vu de notre point de vue, d'un point de vue très Hollywood, c'était quelqu'un vraiment de pas connu, quoi. Et c'est marrant parce que ces deux films ont un acteur commun par le biais de la director's cut du Roi Arthur, qui est Owen Teale, qui du coup joue un second couteau dans La Dernière Légion, un second couteau des méchants, et qui joue du coup Pelagius dans les premières scènes de la director's cut du Roi Arthur. Donc Owen Teale, vous connaissez son visage, il a incarné Alice Hawthorne dans Game of Thrones. Faut savoir que l'intégralité du casting de second couteau de La Dernière Légion s'est retrouvé dans Game of Thrones. On a quand même 9 acteurs sur les 18 du casting qui se sont retrouvés dans Game of Thrones. Donc vous avez que des têtes que vous connaissez. Vous avez Ian Glenn, Alexander Siddig, qui était peut-être un peu moins connu aussi à l'époque, mais qu'on a quand même été chercher pour ça. Oui, là aussi on est dans une volonté, tu vois, d'essayer peut-être de mettre des têtes connues de façon internationale. Alexander Siddig, clairement, je sais que dans pas mal de films de Ridley Scott, tu vois, il joue ce mec qui vient du Moyen-Orient, tu vois. Il a un peu cette aura-là, de personnage, quoi. C'est marrant parce que ces deux films qui, d'un côté télévision, d'un côté cinéma, ont des castings qui ont pris en grade 20 ans plus tard, on peut dire ça, hein, quelque part. Donc ça donne aussi, je pense, à ces revisionnages un petit truc, je pense, aujourd'hui, de connaître la carrière de ces acteurs, la carrière qu'ils vont avoir derrière, et comment ils vont évoluer. Ça donne toujours une petite patte aussi au revisionnage de ce truc-là. Nous allons anéantir votre peuple. Regarde mon visage, c'est l'ultime chose qu'il te sera donné de voir sur Terre. Puisse ma force vous accompagner où que vous irez. Puissiez-vous être capable de voler sans aile. Périr en ce jour, si tel est notre destin. Qu'il en soit ainsi. Du coup, on est sur un tournage complètement irlandais pour le Roi Arthur, tourné en pleine canicule, en un été. De toute façon, ça se voit, c'est très 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 vert. On sent bien que l'Irlande est derrière. Ils vont tourner là-bas, pourquoi ? C'est l'Irlande du Nord et ses taxes sur le cinéma qui vont attirer bon nombre de productions, et ça va leur permettre, entre autres, avec leur budget, de pouvoir construire 1 kilomètre de mur d'Adrien pour le tournage, avec la forteresse complète et compagnie. Donc on est sur un film qui est en dehors d'une séquence vraiment qui est assez peu CGI, quoi, du coup, dans l'état d'esprit, quoi. Il y a une séquence, qui est assez peu CGI, je dirais qu'il y a plusieurs séquences qui sont très très chargées en effets spéciaux. Je pense que la séquence emblématique du Roi Arthur, celle du lac, du coup, où on a les deux armées, la bande de nos héros qui affrontent une armée sur un lac de glace. Celle-là, elle est typique de l'époque, c'est-à-dire que c'est à l'époque où on se dit on peut faire plein de choses avec le numérique, on peut faire vraiment plein de choses. Du coup, ils font un petit peu trop, tu vois. Maintenant, peut-être qu'on aurait tendance à dire on peut le faire, mais c'est pas pour ça qu'on doit, quoi. Et pareil, je pense que... Mais ça, c'est peut-être lié à cette histoire de canicule que tu disais. Il y a plein de scènes qui sont censées être tournées en hiver, dans lesquelles il y a de la neige, et clairement, on voit derrière qu'il y a un peu, tu sais, du remplacement d'arrière-plan, des effets spéciaux un peu rajoutés, des trucs comme ça qui sont faits très pour habiller... et puis tu sens que les acteurs ils suent, quoi. Il est censé faire froid et ils ont tous les cheveux qui collent à la tronche. Ça a dû être un peu éprouvant d'essayer de grimer tout le monde en hivernal dans ce film-là. Finalement, c'est Keira Knightley et sa robe qui doivent s'en tirer le mieux dans certaines séquences, quoi. Et concernant du coup La Dernière Légion, on est sur un tournage assez international aussi, un peu comme le casting. En Tunisie, Slovaquie, un peu d'Italie aussi, donc quelque chose de France apparemment, mais bon, je ne sais pas si c'est les sous ou si c'est les pays.
Je pense que c'est des sous, hein, peut-être. Je pense que c'est des sous, mais voilà. Donc on a tout un lot de tout un panel de décors. Et je trouve que là, le lien avec l'Aigle de la Dernière Légion dont on a parlé, c'est la partie tournage du coup en Slovaquie, qui rejoint un peu le côté Hongrie de l'Aigle de la 9e, qui essaye de retranscrire une Angleterre de fiction, où tu te dis à aucun moment, non mais en fait je suis pas sûr que ce soit vraiment l'Angleterre, quoi. Non, c'est ça, ouais, on est plus dans une espèce de carte postale un peu bizarre d'un proto-roi Arthur, un peu étrange. Christophe, est-ce qu'on peut faire peut-être un rappel un petit peu historique sur comment on arrive de l'Empire romain au roi Arthur et comment... C'est très complexe, cette question du roi Arthur. Alors, est-ce qu'il a existé historiquement ? Absolument pas. Aujourd'hui, la plupart des historiens en sont convaincus. Il n'y a que certaines franges d'historiens anglo-saxons qui sont toujours à la recherche d'un Arthur historique. Dans les faits, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a comme source, tendent à penser que Arthur n'existe pas, n'a jamais existé, et qu'il n'est que la résurgence de motifs littéraires plus antérieurs, comme on va le retrouver chez les Celtes, du coup, et chez les Indo-Européens. Donc ça, on peut aller voir les bouquins de Dumézil et de Guillaume Var pour y penser, ou même les livres de Philippe Walter, qui est un universitaire qui travaille aujourd'hui du côté, enfin peut-être encore du côté du Centre de recherche sur l'imaginaire de Grenoble, sur les questions du roi Arthur et de ce qu'il en est. En ce qui concerne notre propos aujourd'hui, c'est-à-dire cette histoire d'Arthur romain finalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut prendre la chose par un autre bout. Il ne faut pas prendre ça par le bout du roi Arthur, il faut prendre ça par le bout de la bataille du Mont-Badon, qui est la bataille que dans les deux cas, les films mettent en scène, que ce soit du côté de la Dernière Légion ou du côté du roi Arthur. Cette bataille du Mont-Badon qui aurait eu lieu techniquement au VIe siècle. Or, les deux chroniques qu'on a qui concernent cette bataille, qui sont de Gildas le Sage et Bède le Vénérable, donc vous voyez déjà, rien que les noms des chroniqueurs annoncent peut-être un peu la véracité de leurs propos. Ces deux personnages qui sont les plus proches historiquement de la bataille et qui la mentionnent, même s'ils la mentionnent un siècle après sa tenue, ne mentionnent pas Arthur à l'intérieur. Il faut donc attendre le 9e siècle pour que cette bataille soit rattachée au nom d'Arthur, et c'est sous la chronique de Nennius qu'on va avoir la bataille du Mont-Badon et Arthur d'un côté. Ça va faire partie des 12 batailles, dit Nennius, que Arthur va mener pour libérer la Bretagne des Saxons. Voilà pour ce qu'on sait d'Arthur à cette époque-là, et encore c'est une mention assez limitée. On n'a pas dans ce texte quelque chose qui ressemble au roi Arthur d'aujourd'hui, et c'est là que nos deux films commence à faire un petit peu, commence à tout mélanger. On va avoir le roi Arthur avec sa table ronde, Merlin, Guenièvre, Uther Pendragon, qui vont apparaître encore plus tard, 3 siècles après, dans l'histoire des rois de Bretagne, tel que Geoffroy de Monmouth la rédige. Et ce texte va faire un peu office de pierre angulaire, puisqu'on a toute la légende du début à la fin inscrite dans le long parcours des rois de Bretagne qui viennent du coup de Troie, hein, puisque c'est le point de départ, c'est Brutus le Troyen quand même. Et du coup, tout va être repris après derrière. On a cette espèce de base et tout le monde va inscrire des histoires dedans. Ça va être le cas pour Chrétien de Troyes, pour ceux qui se souviennent des cours de 5e ou des choses comme ça. Donc on va avoir des petits épisodes qui vont être ajoutés à droite à gauche, et il va falloir attendre la fin du Moyen-Âge pour qu'on ait des sommes qui soient recensées. La première, c'est la Vulgate, comme on l'appelle, ou le Lancelot en prose, qui va essayer de condenser un petit peu tous les épisodes que les auteurs médiévaux auront écrits pendant la période. Et puis derrière, on va avoir le Thomas Malory, qui du coup est la grande base des récits anglo-saxons. Tout le monde se réclame du Thomas Malory, même Guy Ritchie se réclame du Thomas Malory. Et cette base, c'est la mort du roi Arthur. Je vais pas dire le texte dans la langue d'origine parce que je vais faire une erreur. Quant à la recherche de l'historicité d'Arthur, c'est quelque chose qu'on doit au 19e et au 20e siècle, entre autres, puisque ce sont principalement des chercheurs à tendance un peu nationaliste, ou des gens qui simplement veulent se rassembler autour de héros nationaux. Hein. On va avoir Vercingétorix chez nous, il y aura aussi Oisin dans tout ce qui est mythologie galloise et irlandaise. Donc on va avoir ces grands héros qui vont ressortir.
et qui du coup vont servir de support. Donc on va aller leur chercher un truc un peu historique, et à ce moment-là on va commencer à ressortir les chroniques de Nennius, les chroniques de Gildas et de Bède, et du coup on va se retrouver avec une espèce de gloubi-boulga où on va tout mettre à l'intérieur. On va essayer de prouver qu'Arthur a existé d'une certaine manière, et ça va notamment pas mal inspirer les auteurs des années, on va dire entre 50 et 80, peut-être même un peu après, 90, dont fait partie Rosemary Sutcliffe, dont on a parlé dans le précédent podcast. Et c'est tout cet engouement pour l'Arthur historique qui va donner naissance au film de 2004, au Roi Arthur. Alors il faut savoir aussi que ce Roi Arthur, c'est pas un hasard si on s'intéresse à lui par le biais de la romanité, puisque il y a quand même, on peut le rappeler, un film qui fait un peu office de référence, qui est culte pour tous les aficionados de la légende arthurienne, qui est Excalibur de John Boorman de 1981. Et après ça, c'est très difficile de passer derrière lui pour raconter la légende du roi Arthur, parce que lui va faire ce que Thomas Malory avait fait, c'est-à-dire qu'il va faire une espèce de compilation énorme en 2 heures de tous les faits et gestes de la légende arthurienne. C'est hyper intéressant à regarder, mais c'est hyper touffu. C'est un petit peu un délire d'initié aujourd'hui, mais enfin en tout cas pour bien le saisir. Après pour certains ça sera la porte d'entrée, mais voilà, derrière personne n'ose vraiment reprendre ce côté allez, faisons de la fantaisie du XIIe siècle un peu. Et les producteurs, les scénaristes vont aller chercher un autre angle d'attaque pour ce roi Arthur, et ça va bien souvent être le biais historique qui va être retenu dans les films des années, on va dire entre 2000 et 2020 aujourd'hui, puisque même le Guy Ritchie se revendique un petit peu de ça. On est donc très clairement en face de producteurs qui, en cherchant à dire qu'ils font du film historique, vont en fait essayer de faire du film de fantasy sans trop se mouiller, parce que l'historique ça ramène toujours plus que la fantasy encore à cette époque-là, on peut le préciser, notamment avec, même si on a Harry Potter qui est en cours, même si le Seigneur des Anneaux est passé par là, les producteurs sont un peu frileux, donc ramener Arthur dans des terres, on va dire, plus réalistes, c'est en tout cas quelque chose qui semble être plus vendeur. Bon, dans les faits, ça ne s'est pas forcément vérifié puisque les films n'ont pas forcément cartonné au box-office, mais voilà, en gros, et le roi Arthur de manière générale, c'est un mythe qui est très populaire aujourd'hui, qu'il était peut-être beaucoup moins au Moyen-Âge. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, si le fait que le roi Arthur soit un petit peu un mythe contemporain, pour paraphraser le titre du bouquin de William Blanc, et ben je vous invite à aller lire ce livre-là qui traite du sujet. Donc voilà un petit peu pour cette recontextualisation de ce qu'on connaît actuellement du mythe arthurien. Peut-être les films sont aussi profondément ancrés dans une période antique qui est celle de la fin de l'Empire romain. Édouard, peut-être tu peux nous en parler un petit peu ? Alors pour le roi Arthur d'Antoine Fuqua, on est en 467. On est sous le règne de Anthemius. Il fait partie de ces empereurs dits des empereurs d'ombre du 5e siècle. C'est vraiment, on est sur, voilà, comme tu l'as dit, la fin d'un empire. De plus en plus, les barbares, appelés comme ça par les Romains, vont s'implanter dans l'empire et vont servir à l'empire. Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, Rome, si je dis pas de bêtises, a déjà été saccagée par des troupes barbares, entre guillemets, et puis là, ça va pas tarder à recommencer à être en quelque sorte définitif, quoi. L'Empire romain d'Occident va petit à petit se disloquer, quoi. Oui, et puis il y a quand même l'idée que l'Empire romain d'Orient, puisqu'il y a déjà eu une séparation entre les deux empires auparavant, existe toujours, et ça va même être dans la dernière Légion, c'est une des portes de sortie envisagées. Tout à fait. Pour preuve, voilà, Anthemius, son règne dure 5 ans, son successeur, il va durer 7 mois, encore après, ça va faire 4 mois, puis, voilà, je vais pas vous faire toute la généalogie, mais vraiment, voilà, on sent que les empereurs vont s'enchaîner, vont se faire assassiner, démettre, etc. C'est un petit peu leur 3e république à eux, finalement. C'est, on va dire, le début de la fin, quoi. Je pensais que ça allait être le coronavirus de l'époque, mais alors du coup on fait plus ça. Non. non, encore. Après, pour la dernière Légion, là on est vraiment dans la fin, vu qu'on est en 476 après Jésus-Christ, sous le règne de Romulus Augustus, qui est le dernier empereur. Son règne va durer 10 mois.
Et en fait, la dernière Légion va reprendre vraiment des personnages historiques, que sont donc Romulus Augustule, mais également Odoacre, qui va déposer cet empereur. Voilà, qui est un chef de guerre goth, du coup. Goth? On dit goth Alors, ou on dit go? Il est quoi? Alors justement, moi je dirais go, mais très bonne suggestion, Pierre. En fait, à tort, on le surnomme le chef des Goths dans le film. En fait, il n'est pas du tout Goth. Il est roi des Hérules. C'est une autre tribu germanique, mais qui n'est pas Goth, comme les Visigoths ou les Ostrogoths, qui sont vraiment l'ensemble des tribus des Goths. Lui, Odoacre, n'en fait pas partie. Il fait partie des Hérules. D'accord, ok. Qui étaient des mercenaires, effectivement, à la solde de l'Empire romain. Et c'est donc ce que je disais précédemment, l'Empire romain va vraiment se servir de ces tribus barbares pour protéger cet empire qui décline. D'ailleurs, pour vraiment faire une parenthèse, le royaume de France va penser la même chose avec les Vikings et leur donner la Normandie et se dire, si on a la Normandie et des Vikings pour nous protéger, ben, les Vikings ne viendront plus. D'accord, ok. Et alors dans les faits, on a cette idée de combattre les barbares avec les barbares arrange bien Hollywood. Je pense qu'on n'en a pas trop parlé sur le précédent film, mais c'est aussi valable pour lui. Ça permet de caster des acteurs de toute nationalité pour jouer dans la Légion. Ce qui dans les faits est un peu différent de ça. On a bel et bien des transferts de Légion à Légion, etc. Mais je sais qu'on sait qu'il se justifie souvent à Hollywood de dire que on arrachait les gens à leurs racines pour pas qu'ils se battent du mauvais côté, quoi. Pour aller les mettre ailleurs et être sûr qu'ils se battent vraiment pour Rome et pas qu'ils risquent de retourner leur veste si jamais on leur demande de mater des rébellions locales, qui est un peu erroné, mais qui sert de prétexte souvent dans le cadre de ces films-là pour amener des acteurs qu'on ne retrouverait pas sinon, faute d'échanges, on va dire, culturels. Oui, c'est-à-dire que dans tous ces films-là, tu as tout le temps un gars à un moment qui arrive et tu te dis, tiens, est-ce qu'il est vraiment histo, et qui est justifié en disant, si, je viens d'une légion d'Asie mineure, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc qui est assez compréhensible, en fait, et qui permet aussi d'avoir un cast assez représentatif de notre période, en fait. Mais c'est quelque chose que se permettent moins les gens par exemple, dans les films médiévaux. Oui, complètement. Ouais. Et quand ça va arriver dans les films médiévaux, ça ne va pas être très bien pris par le public qui tout de suite va râler. Oui, c'est ça crée de suite des polémiques un peu. Alors que dans les faits, il y avait beaucoup d'échanges à la période médiévale qui justifieraient que tu aies un acteur noir en Norvège, tu vois. Donc il y a suffisamment d'échanges entre la Méditerranée et le nord de l'Europe pour pouvoir avoir ce genre de truc. Mais dans l'imaginaire des gens, c'est plus facilement accepté avec la Légion romaine que dans les films qui se passent au Moyen-Âge. En fait, ce qui est assez surprenant avec la dernière Légion, c'est que sous ces attraits de films un peu bébêtes, il y a pas mal de faits historiques et de personnages qui ont réellement existé ou qui sont inspirés de personnages réels. Il faut savoir que le film La Dernière Légion est adapté d'un bouquin qui s'appelle du coup aussi La Dernière Légion, d'un auteur italien qui s'appelle Valerio Massimo Manfredi, et qui je pense, on en parlait sur la première émission avec Rosemary Sutcliffe, qui a écrit du coup L'Aigle de la 9e Légion. Là, on a en fait un auteur qui je pense a un petit peu le même postulat. Mais qui écrit beaucoup plus tard, parce que le livre est de 2002. C'est ça. Voilà, donc du coup c'est un bouquin qui est l'héritage, je pense, de la démarche qu'avait Sutcliffe et qu'avait aussi du coup Stewart à l'époque, une autre autrice, mais qui du coup, je pense, prend aussi en compte les dernières recherches historiques et fait une espèce de méga compile, presque, on pourrait dire, de tout ce qui a été fait avant, quoi. Sachant que Massimo Manfredi, si je dis pas de bêtises, il est aussi archéologue et journaliste, quoi. Du coup, en fait, tu sens que ce bouquin-là, c'est son side project, tu sais, où il s'amuse à écrire des fictions historiques. Mais du coup, de façon assez étonnante, par exemple, le personnage de Colin Firth, c'est en fait un personnage historique qui s'appelle Ambrosius Aurelianus, et qui serait, on en a parlé au départ, une des bases en fait historiques qui aurait pu inspirer le roi Arthur, par exemple. Mais ce qui est intéressant avec la dernière Légion, déjà le dernier empereur s'appelle Romulus. Ouais.
ça finit quelque chose vraiment de l'Empire romain. Si tu pars du principe mythique que la fondation de Rome a été faite par Rémus et Romulus, elle se termine avec un Romulus, c'est quand même déjà, je pense, un peu excitant d'un point de vue narratif pour pouvoir te lancer dans un truc. Dans un sens, Valerio Massimo Manfredi, il s'inscrit dans Geoffroy de Monmouth, parce que l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth, dont je parlais en présentant un peu la légende arthurienne et comment elle s'est construite, il fait du roi Arthur le descendant des Troyens, donc d'Énée, celui qui a fui la guerre de Troie avec son père sur son dos. Enfin, pour ça vous avez l'Énéide, vous avez tout un tas de textes là-dessus aussi. Et en faisant le descendant des Troyens, en fait, qu'est-ce qu'ils font dans l'Énéide, les Troyens ? Ils vont fondre des Romains. Donc en fait, en reprenant ce motif-là, il va créer une espèce de nouvelle Énéide qui va donner le roi Arthur et qui s'inscrit complètement dans l'histoire des rois de Bretagne et dans ce qu'essayaient de faire les rois de l'époque, donc du coup du XIIe siècle, c'est-à-dire justifier leur généalogie par des ancêtres mythiques, de manière à soit dire j'ai le droit d'aller taper sur mon voisin parce que du coup j'avais ce bout de terre avant, je l'ai plus, soit de tout simplement dire qu'ils sont légitimes, tout simplement. Il n'y a pas que les Anglais qui le font. Louis XIV se réclamait aussi dernier descendant des Troyens. Donc c'est quand même quelque chose qui traverse toute l'histoire des monarchies européennes. Vous avez une super vidéo qui résume très bien ça, qui est celle d'un vulgarisateur historique qui s'appelle Istoni, qui fait des vidéos assez denses mais très intéressantes justement sur plein de sujets comme ça. Je vous encourage, il parle de ça peut-être de façon un petit peu plus détaillée que nous, donc si ça vous intéresse, allez-y. En termes d'historicité visuelle des deux films, alors on a deux partis pris qui sont assez différents. Je pense que la dernière Légion n'a pas de volonté d'être tu vois, de visuellement représenter quelque chose d'historique. En fait, on est dans une image qui tiendrait presque à un moment de la BD, moi j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On a ces légionnaires romains qui reviennent tu sais, des confins de l'Empire et du coup qui ont des espèces d'armures très très fantasy, pour le coup, pas du tout basées sur des trucs historiques. On a un truc qui je pense est repêché du Seigneur des Anneaux, mais qui renvoie peut-être à un imaginaire plutôt du 19e siècle, où on voit beaucoup, comme c'est la fin de l'Empire romain, ils ont mis des gros bouts de statues dans leur décor naturel, tu sais, des matte paintings d'aqueducs et de choses comme ça, pour renforcer, je sais pas, ce côté, tu sais, d'une civilisation un petit peu sur le déclin. Et le film fait une transition ultra brutale, quand on s'y connaît un tout petit peu, entre cette espèce d'antiquité complètement magnifiée et d'un seul coup l'entrée dans l'Angleterre, mais l'Angleterre c'est un mix bizarre parce qu'on voit des châteaux sur les collines, mais tu vois, c'est les châteaux du XIIe siècle, quoi. Et du coup, pour le coup, la dernière Légion, lui, il fait le grand écart de façon absolument décomplexée. Et il va quand même nous placer une espèce de... Le pitch final du film, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a une dernière Légion qui a un peu déserté ou qui a disparu près du mur d'Adrien. Donc c'est là qu'on rejoint un peu la thématique de l'émission précédente. Sauf que là, en fait, ils se sont complètement adaptés à la culture locale, ils se sont mariés sur place, ils ont eu des enfants. Et ce qui se passe, c'est que le dernier empereur romain va décider, plutôt que d'essayer de reconquérir Rome, de rester sur place. Et en fait, va devenir Uther Pendragon, donc du coup... le père d'Arthur. Et on rajoute dans tout ça un truc qui fait très film enfantin, mais il y a une quête d'une épée magique qui va se révéler être Excalibur, tu vois. Et du coup, là, on a un truc pareil, c'est très pour les petits, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ça dans le film. Ah oui, complètement. Et puis, c'est rigolo cette histoire de dernière Légion qui a fini par s'installer. Je pense que c'est, pour le coup, c'est peut-être un peu pompé à Sutcliffe, quoi. Puisque c'est ce que font les légionnaires dans l'Aigle de la 9e Légion, quand Marcus rencontre Guerne, du coup, qui s'avère être un ancien légionnaire, en fait, lui, dans le bouquin, il s'est complètement installé, il a une femme, des gosses, et à la fin, il choisit de les aider. Alors, il n'y a pas de bataille finale où la Légion revient, hein, dans le bouquin d'origine de la dernière Légion. Et juste, il le recroise, et il les aide à se faufiler dans un marais, et il se casse, quoi. Et quand on lui dit, tu veux pas revenir à Rome, il dit, non, moi, maintenant, ma vie, elle est là, quoi. Tu vois, tchac, fin. Et c'est en fait le pitch aussi du roi Arthur. Alors là, il se bat contre un envahisseur qui est en fait l'envahisseur saxon. Mais je sais pas si tellement la représentation des Saxons dans le roi Arthur, là pour le coup, moi, ils m'ont évoqué des Vikings un
un peu cliché, quoi, avec un méchant très très méchant. Et très très dépressif, Et, incarné par Stellan Skarsgård. Oui, Moi, ça me fait rire, tu vois. Ça fait partie des trucs qui font que j'aime bien le film. C'est Stellan Skarsgård qui est cette espèce d'envahisseur qui a pas envie d'envahir, t'as l'impression. Hein. Il est là, mais... Il a envie de rien, le méchant, il oui, boude. ça, ouais. Tu vois. Il boude et du coup, il délègue tout à son espèce de fils ultra cliché avec sa tresse de bouc et son crâne chauve, quoi. Et du coup, bon bah oui, ça renvoie complètement à l'imagerie viking, mais je pense que celle-là, elle est déjà... je pense que les Saxons représentés comme ça, ça me semble pas incohérent. Parce qu'après, ils sont pas non plus dans la... Ça reste des vikings, mais on évite quand même les clichés du casque à cornes et on n'a même pas les casques à lunettes, tu vois. Donc du coup, C'est donc, vrai. on est quand même dans quelque chose de plus primitif, je pense. Et dans ce sens-là, je pense qu'il se plante pas trop. Par contre, ce qu'on peut dire sur le roi Arthur, c'est que d'un point de vue ancrage chez les Romains, à part le personnage d'Arthur, il est appelé Artorius dans les 10 premières minutes, et Zob, quoi. Tous les noms, ils sont... Tous les noms, ils sont en... Je viens de me rendre compte que j'ai dit Zob. Et les noms sont complètement sortis de la légende avec leur transcription actuelle, quoi. On va même pas essayer de te faire un Gaweno ou un Lancelotus ou un truc comme ça, tu vois. C'est genre, ils ont les noms Lancelot, Gauvin... tu vois, même le Merlin, on n'essaie même pas de te faire un Myrdine, tu vois, c'est Merlin, tu vois. Ça fait très bizarre, hein, d'ailleurs, quand tu débarques, ça te... Du coup, ça fait vraiment un récit de la table ronde avec juste l'habillage historique qui va autour, quoi. Après, ce qu'il a d'intéressant, le roi Arthur, dans son traitement, c'est... moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que c'est une demi-origin story. C'est à la fois la fin du roi Arthur et le début de son règne. C'est-à-dire qu'il laisse un peu la table ronde derrière lui, quelque part. Pour choisir de régner, tu vois. Donc il y a quand même des réappropriations et des réécritures qui sont pas complètement inintéressantes, je trouve, mais qui sont un peu noyées par le côté blockbuster qui cherche un peu trop Gladiator, quoi. Bah, en termes de costume, il y a un truc qui est intéressant. On sent que le roi Arthur a eu un très très gros budget costume et que les mecs ont fait, ils ont pas décidé de faire, ils se sont dit on fait tout. C'est-à-dire que moi je sais pas ce que vous avez fait, mais en fait j'ai l'impression que ces potes, donc les chevaliers de la table ronde, ils ont chacun un costume qui pourrait appartenir à un film différent, quoi. C'est-à-dire que le Lancelot, il se retrouve avec des espèces d'épaulières, mais de spalières qui, moi, m'ont évoqué Lancelot, Premier Chevalier. Enfin, tu vois, des films vraiment, vraiment de représentation inspirés d'un Moyen-Âge beaucoup plus tardif. Bah, ils ont fait le choix de mettre beaucoup de chevaliers. S'ils auraient pu s'en tenir à Arthur, Lancelot, et puis à la limite Ray Winstone qui fait Borse, quoi. Mais ils ont fait le choix d'en mettre beaucoup. Et je pense que du coup, ils ont voulu les identifier visuellement très rapidement pour le spectateur, ce qu'ils arrivent à faire plutôt très bien, et même à les identifier d'un point de vue caractère. Il y a la scène d'ouverture après la première baston où ils reviennent au mur, et là dans un dialogue t'as identifié tous les personnages. Je trouve ça assez fort en fait, parce qu'ils sont quand même une douzaine, d'arriver à ce point à ancrer les personnages, et ils font du coup le choix de les identifier, chacun a son petit truc. Ça va être la petite chapka de Mads Mikkelsen et tout ça. Et Mads Mikkelsen, il est cool dans le film. Mads Mikkelsen, c'est rigolo, tu sens qu'il est arrivé au casting, il a même pas parlé, le producteur a juste dit waouh, mais toi tu es cool naturellement, et dans le film, Mads Mikkelsen, tu sens qu'il vit sa meilleure vie. Il est là, il a un aigle, il a une épée, mais tu sens que son personnage il fait un peu samouraï, tu vois, il a un truc un peu très smooth comme ça. Même le méchant qui est dépressif, qui méprise tout le monde, quand il voit le personnage de Mads Mikkelsen qui joue Tristan, il se dit waouh, il est quand même vachement classe. Hein. Et du coup, il a une inspiration un peu Attila, truc comme ça, Mads Mikkelsen. Mais c'est rigolo parce que cette histoire d'identification de personnages, c'est quelque chose qu'on va retrouver quasiment 10 ans plus tard quand ils vont essayer de faire le Hobbit, je trouve. Tu vois, quand ils vont se retrouver avec leurs 13 nains à devoir identifier, du coup, ils vont essayer par un costume et une phrase chacun de les identifier, quoi. Et du coup, il y a ce côté, c'est peut-être un peu les limites du cinéma de vouloir faire des films avec beaucoup de personnages, et en même temps, quand tu les identifies, tu les caricatures un petit peu en même temps, quoi. Y a ce truc-là qui est intéressant, c'est que le roi Arthur, tous les films qu'on a parlé, cette émission et l'émission précédente, le roi Arthur, c'est le seul, je trouve, qui arrive vraiment à créer cette ambiance de bande qui est aussi très inspirée, tu vois, je pense, des 7 mercenaires, des 7 samouraïs, tu vois, et genre Antoine Fuqua, il aime beaucoup Kurosawa par exemple, et je trouve que lui, il arrive avec des petits trucs caractéristiques, des petits bouts de scène, des petits bouts de dialogue à vraiment créer. Tu regardes pas que le roi Arthur en fait, tu regardes le roi Arthur et ses chevaliers, son équipe et ses copains, quoi. Alors que la dernière Légion, il y a un peu une volonté de faire ça, mais le film est pas suffisamment long, je trouve, pour que ça marche. Et au final, tu vas retenir le triangle amoureux des deux personnages principaux et le gamin, tu vois, qui suit. Mais en fait, il y a toute une bande de légionnaires qui est derrière, mais qui n'existe pas vraiment.
Et on parlait de Centurion à l'émission précédente, qui vraiment a beaucoup de mal à faire ça, alors que je pense que c'était une partie des objectifs aussi, quoi. Bah, c'est une question de durée. Le Roi Arthur fait partie de ces films qui, je pense, peuvent se permettre de faire plus de 2h15. Du coup, une fois de plus, on parlait des logiques de programmation d'un film qui fait moins de 2 heures. Jerry Bruckheimer, il a assez de sous sur la table pour pouvoir faire un film de 2h15. Il existe une director's cut du film, si vous cherchez à le voir. On ne vous encouragera que trop à ne pas la regarder. Ouais, c'est pas fou. Hein. Moi, j'ai regardé. Elle est vraiment pas bien. De toute façon, Antoine Fuqua a dit en interview qu'elle n'était pas de lui déjà, donc c'est une fausse version longue. C'est juste qu'à l'époque, c'était la mode des versions longues parce que Peter Jackson avait lancé ça avec Le Seigneur des Anneaux. Du coup, ils se sont tous mis à faire des director's cut de tout, mais qui sont globalement, on insère les scènes coupées au montage parce que le réalisateur a choisi de pas les mettre dans le film, un peu au chausse-pied. Et du coup, le deuxième argument de vente de cette version longue, c'est qu'il n'y a pas les effets c'est que les effets de gore qui ont été gommés au cinéma pour pouvoir sortir au PG-13, quoi, et pas au PG-16, ils ont été remis. Bon, en fait, c'est juste qu'ils avaient la flemme quand ils ont réintégré toutes les coupes du film de regommer tout le sang dans le film, quoi. Et vraiment, le montage massacre beaucoup la version ciné qui est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus sympa. Voilà. Même si vous... En termes de rythme. Et il enlève une des scènes... Non mais alors on s'est rendu compte de ça parce que du coup on a demandé à Antoine Banque, un de nos fidèles tipeurs et amis dans la vie, de se renseigner parce que lui, chez lui, il a le DVD vraiment de la version originale et en fait on a eu confirmation qu'effectivement cette Director's Cut, elle est un peu bizarre parce qu'elle dégage aussi des scènes pour rajouter en fait de la baston, quoi. Essentiellement c'est juste ça. Du coup le film il fait 2h17 je crois et il est long qu'il en peut plus et il y a des... plus que ça. C'est compliqué hein. Ce qui fait il fait 142 minutes, donc il fait 2h22 en version longue contre un 2h06, quoi, tu vois. C'est vraiment beaucoup. Enfin bon voilà, donc du coup il enlève notamment une de nos répliques préférées qui est un petit peu comme Ray Winstone à l'intérieur de ce film, c'est-à-dire qu'il est un petit peu comme une pomme dans la main d'un bébé, quoi, finalement. On a vu ce film, on avait 14 ans. Soyez indulgents, ça nous faisait rire. Et puis à l'époque, les doublages étaient pas... On peut parler de l'histoire des doublages des films. La période milieu des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000, les doublages étaient faits beaucoup moins à la sauvette puisque les films ne sortaient pas tout à fait en même temps que leur sortie américaine. Et on avait tendance, je pense, à prendre plus son temps de doubler les films et de trouver les trucs qui faisaient que ça marchait. Aujourd'hui, je trouve que les doublages, c'est des massacres souvent. C'est vraiment... Ouais, là, c'est pour ça qu'on a tendance à regarder peut-être maintenant un peu plus les films en VO aussi. Ouais. Enfin, je sais pas vous, mais du coup, moi, c'était un peu ça. Là, je sais que par exemple, La Dernière Légion, moi, j'ai eu plaisir à le regarder en français, en fait. Ah, moi, Le Roi Arthur fait partie de ces films que je regarde en VF. Et ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je pense que le temps d'adaptation du texte et d'appropriation par les comédiens, il était par les comédiens voix françaises, il était effectivement un peu plus qualitatif, quoi. Et que surtout, pour des voix françaises, c'est un bonheur, quoi. T'as des personnages qui sont assez truculents et je pense que c'est assez chouette, quoi, quand t'es acteur de se glisser dans ces performances-là. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du placement des personnages féminins dans ces deux films? Moi je pense qu'on peut même couvrir les quatre, même si ça fait revenir un petit peu sur les autres. De toute façon c'est pas compliqué, l'aigle de la 9ème Légion, il n'y a pas une femme du film. Alors qu'il y en a dans le bouquin. Alors qu'il y en a dans le bouquin et qu'elle a une importance dans le livre. Bon voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le podcast qui est consacré à l'aigle de la 9ème, mais voilà, il n'y a pas de femme dans ce film-là. Ça reste un film de bonhomme, entre guillemets. Dans le film Centurion, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elles incarnent... Il y a deux femmes, et qui incarnent toutes les deux, on va dire un peu héros et Thanatos, quoi. C'est-à-dire que Olga Kurylenko, elle est là pour buter le héros, et l'autre, elle est là pour être amoureuse de lui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait... Je pose la salin, héros Thanatos. Et voilà, donc du coup on a vraiment cette dualité de la femme dans le film. Une c'est son ennemi, l'autre c'est son amante. Ce qu'on peut dire c'est que le personnage féminin d'Ariane, qui est incarné par Imogen Poots, du coup se pose le héros. Ce héros qui est en fuite pendant tout son parcours va finir par s'arrêter et va s'arrêter à un endroit qui n'est pas son lieu d'origine, qui du coup n'est pas Rome, quoi.
Voilà. Ça reste une représentation, moi je trouve, qui pas forcément le truc qui vieillit le mieux, je trouve. Tu vois, il y a un peu ce côté, c'est la copine au héros, elle va, tu vois, elle va mettre des pansements aux garçons quand ils ont fini de jouer à la bagarre, quoi. Tu vois, il y a un peu, mais bon, c'est propre à Centurion aussi et à ça. C'est pas en fait, c'est un peu bête parce que ça pourrait être très bien amené, tu vois, dans la symbolique, je trouve que ça pourrait être chouette, mais c'est pas bien fait, quoi. Du coup, en fait, tu sens que c'est fait vite et du coup, on n'approfondit pas, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été assez gêné pour en revenir au film qu'on traite dans cette émission par le traitement du personnage de Aishwarya Rai dans La Dernière Légion, parce que pour le coup, c'est un peu une vision de 2005, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on ne peut plus représenter les femmes comme avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une actrice, bon, elle est méga bonne, hein, mais elle est méga forte à la baston quand même. Hein. Et c'est... Enfin, t'as l'impression que en termes de maquillage, ils l'ont plongée dans un truc d'huile d'olive tout du long. Ouais, tu sais, genre elle brille, tu vois. Et ça, c'est un peu bizarre, hein. Il y a des trucs... Ouais. Non, mais puis même, il y a l'idée que le seul objectif du personnage, c'est de ken le héros, quoi. Elle a qu'un seul objectif dans la vie, c'est ken Colin Firth, quoi. Du coup, c'est triste un peu, moi, je trouve. Hein. Et je trouve il y a ce côté aussi, l'empereur qui est un enfant, tu vois, du coup, il a besoin d'une figure... Enfin, ils se sont dit, il a quand même besoin, c'est un enfant, tu vois, faut pas oublier que le spectateur lambda risque d'être un enfant. Et du coup, à un moment, tu vois, il a besoin d'un instant cocooning, tu vois, et c'est la fille, tu vois, c'est la maman qui va lui dire, mais non, mon petit, ça va bien, quoi. Et du coup, là aussi, je trouve qu'il y a une vision de ce personnage, tu vois, dans ce film-là, qui est un peu... Le film fait très années 60, mais peut-être le traitement de la femme dedans, tout en voulant être un peu novateur, je pense, il est un peu vieillot aussi, quoi. C'est souvent le problème aussi. On va dire, autant dans les années 50-60, c'était ou la mère ou la putain, l'image de la femme, autant maintenant, on va dire qu'il y a voilà, on essaie de changer ce rôle, justement, en les rendant badass, mais ça tombe souvent à côté. C'est-à-dire que... Ça tombe dans un autre archétype. Voilà. C'est ça. Et c'est en fait, malgré qu'elle soit badass, elle va quand même se construire par rapport à la figure de l'homme, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, non, pour exister, je dois être un homme, finalement. Ouais, mais c'est ça. Il y a je trouve que le traitement du personnage de Keira Knightley dans... du coup, qui joue Guenièvre, donc qui va devenir la reine Guenièvre de la légende arthurienne dans Le Roi Arthur. Son traitement de personnage est pas inintéressant. Il joue ça, mais il est plus finot, quoi. Il est un peu plus finot parce qu'il y a plus le temps de le développer. Je pense que le réalisateur en est plus conscient aussi, tu vois. Il est plus conscient qu'il dit il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Après, je sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, mais c'est quand même... elle est sur l'affiche, du coup. Oui. Et sur l'affiche, ils avaient grossi ces nichons, tu vois, avec Photoshop, genre, regardez quand même, on a eu le meuf sur l'affiche, il faut qu'elle ait des boobs, quoi, tu vois. Ouais, ça a eu du mal, hein. Mais ça, c'était l'époque, hein, parce que 3 ans plus tard, ils ont fait la même sur Emma Watson dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et ça, par contre, sur une fille qui est pas majeure, je trouve que c'est chaud, quoi. Sur la Guenièvre du roi Arthur, on se retrouve en face d'une Guenièvre qui est très dans la tradition arthurienne. C'est-à-dire que c'est bien mignon, Arthur, t'as battu des chefs de guerre, t'as retiré une épée magique, ça suffit pas. Maintenant, il faut, d'un point de vue mythologique, d'un point de vue substrat indo-européen et compagnie, il faut que t'épouses la terre pour devenir le roi. Et pour épouser la terre, il faut épouser la femme qui incarne la terre. Et du coup, on va se retrouver avec Guenièvre qui fait cette figure-là. Ce qui fait que, par exemple, si tu pars dans cette symbolique-là, quand Mordred essaye de prendre la place d'Arthur, dans la légende arthurienne, la première chose qu'il fait, c'est essayer de se marier avec Guenièvre, puisqu'elle incarne vraiment, physiquement, le royaume de Bretagne. Et donc du coup, Guenièvre incarne complètement ça dans le film de Fuqua, puisque c'est le mariage qui sert de porte de sortie du coup au film. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une scène qui a été reshootée. Ouais. Mais du coup, voilà, donc on se retrouve avec quelque chose d'assez traditionnel, et à la fois qui évacue aussi peut-être de manière plutôt intelligente, je trouve, la possibilité de rivalité avec Lancelot. Ça affleure un moment, et puis le film choisit de ne pas partir dans cette direction-là. Et je trouve que c'est pas inintelligent de pas présenter le triangle amoureux, ça évite de retomber dans un travers. Je trouve qu'il pourrait être dommageable au film. Ce qui est marrant, c'est que le film a un positionnement un petit peu étrange, je trouve, par rapport à ses personnages. C'est-à-dire qu'au départ, le personnage narrateur, c'est en fait Lancelot, c'est-à-dire qu'on voit les légions romaines qui viennent chercher les gamins tout petits, donc les Sarmates,
pour les former à devenir des cavaliers et des guerriers qu'on va drafter de l'autre côté de l'Empire pour défendre l'Empire romain. Et donc du coup, on a ce petit gamin, et on se dit c'est Arthur, et en fait pas du tout, c'est Lancelot. Et Arthur, lui, justement, on va te présenter son histoire un peu plus tard. Et du coup, tu vois, je trouve le positionnement un petit peu étrange, parce que pendant tout le film, en fait, le protagoniste, hein, celui avec lequel on entre dans l'histoire, ça reste un petit peu Lancelot. Et en fait, à partir du moment où il y a Arthur, et donc du coup qui sont adultes, il est un peu présenté comme cette espèce de truc très ricain, c'est du mec qui veut se taper toutes les nanas, tu vois, qui est un peu rigolo. Et je pense que le film fait un truc à l'époque qui doit être considéré comme novateur, c'est-à-dire de le faire mourir en fait à la fin. Et du coup de dire, ah regardez, nous on est un peu brut, tu vois, et on enlève, tu vois, on fait pas de concession, on enlève ce truc-là scénaristique que vous voyez venir gros comme une maison. Pour Guenièvre, je trouve qu'elle est, en termes d'écriture, on sent quand même qu'il y a ce truc très intéressant, je trouve, d'en faire une princesse picte. Alors, je sais pas s'ils disent vraiment des pictes dans le truc, mais du coup, ça renvoie à ce que tu disais de... Ils disent les Woad en anglais, et du coup, c'est les Ged en français. Donc, c'est des tribus pictes, en fait. Voilà. Les pictes, c'est plus général, quoi. Ouais. Voilà. Sachant que là, bon, voilà, tu vois, en termes de... Ils ont un peu l'apanage... très hollywoodien tu vois, d'être des demi-personnages de Braveheart avec du bleu sur la gueule et avec une ambiance un petit peu barbare, mais ça renvoie quand même à ce que tu disais justement tu vois, elle est locale, et en fait elle représente un peu ce côté très celte en fait alors pour faire un peu de parallèle, et là je pars dans du symbolisme et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et de me le dire en commentaire, je parlais du rapport de la femme et de la terre. Guenièvre, il va la chercher dans une caverne, il va la chercher dans le monde souterrain. Et il va même la chercher dans un donjon crawler des années 80, parce qu'à un moment c'est éclairé en vert par le dessous, c'est dégueulasse visuellement. On retrouvera le même éclairage l'année suivante dans le Pirates des Caraïbes 2, avec tout ce qui se passe avec Davy Jones. C'est très typique de cette époque-là, des années 2000, les éclairages dans ce film. Et du coup, donc, il va la chercher dans la terre, donc vraiment dans la caverne. Et si tu fais un parallèle avec Joseph Campbell, et du coup l'idée qu'il faut que le héros aille dans la caverne chercher l'objet de sa quête, en fait, tu t'en rends pas compte. C'est là qu'il est plus malin, tu vois. Ouais. C'est que on parlait de décalcage de grille de lecture. La grille de lecture, elle te décale le fait qu'il arrive. Il a aucune difficulté à aller chercher cette guenièvre, et pourtant, on est un peu sur du Campbell, je pense, quelque part appliqué, quoi. C'est là qu'on a, je pense, un scénariste qui est un vrai bon gros scénariste, tu vois, avec tout le bagage qu'il y a derrière, quoi. Après, moi, j'ai trouvé quand même que cette Guenièvre, comparativement tu vois, à Clive Owen qui fait le roi Arthur, Guenièvre, t'as l'impression que c'est la seule qui a lu les bouquins avant l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'elle va vers Arthur en disant un peu « Ah, dis donc, t'es le roi, toi ». Et tu te dis, bah, c'est quoi, est-ce qu'elle va lui dire « Dis donc, je suis destiné à me marier avec toi, parce que sinon le film, il avance pas ». Tu vois, il y a un peu un... J'ai senti dans le personnage qu'il y a un peu un truc comme ça, qu'on dit à Keira Knightley, joue un peu la fêlée, quand même, joue un peu la meuf chelou. Et ce qu'elle fait pas trop mal, hein, je pense que ça elle le fait bien, mais ça m'a fait un petit peu étrange dans le... Je pense qu'il y a une volonté de représenter aussi ce côté un peu mythologique, je vais résumer ça en disant esprit de la nature, tu vois, mais ce côté... le côté paganisme, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, la différence en fait entre les deux premiers films qu'on a traités et ceux-là, c'est que on est dans un empire romain qui a été converti au christianisme. Oui, tout à fait, ouais. Dans ces deux films. Alors je me souviens plus comment ça apparaît concrètement dans La Dernière Légion, mais on voit Arthur prier dans le film d'Antoine Fuqua. Donc on est vraiment sur quelque chose de très changeant, et du coup on a l'opposition très classique qu'on va retrouver, paganisme versus christianisme, qui est un peu devenu, je trouve, moi à mon sens, un trope de la légende arthurienne, telle qu'elle est représentée au XXe siècle, et qui est pour le coup une écriture complètement 20e, 21e siècle, quoi. L'idée d'aller chercher cette opposition. D'ailleurs, je pensais à christianisme, il y a la figure de Pélage aussi dans le roi Arthur, qui est très présente. Pélag croyait que, en fait, l'homme n'était pas forcément condamné à vivre dans le péché et pouvait, sans la grâce divine, devenir saint. D'ailleurs, je pense la pensée de Pélage peut se résumer à cette citation. La raison n'est pas viciée par le péché originel, la perfection est possible. Enfin, le roi Arthur, du coup, justement, qui nous est présenté comme vraiment un disciple de Pélage, et ça donne son espèce
d'intérêt, il nous parle beaucoup de libre arbitre, ce qui est une valeur très de maintenant, et dans le film il l'oppose à tu vois, cette idée très des tribus tyranniques des Saxons qui débarquent, le côté de l'Empire romain qui finalement les utilise et puis les trahit un petit peu, et puis en fait s'en bat les couilles, tu vois, des gens qui fédèrent. Tu vois, il y a ce côté, la figure du roi Arthur, elle est un peu... elle impose une sorte de démocratie, tu vois, à tout le monde en disant non, mais moi je suis roi, mais libre arbitre hein, quand même, voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Par contre, quand on l'emmerde un peu trop, tu vois, il te découpe en deux. Donc c'est quand même un libre arbitre un peu à l'américaine, je trouve aussi. Je sais pas. Peut-être que le roi Arthur, finalement, veut imposer la démocratie aux Pictes aussi. C'est bien d'imposer la démocratie, c'est pas mal. Et non, mais tu disais, par contre, tu vois, on parlait des scènes avec Pélage. Je pense que le film vu du point de vue de Lancelot, dont tu parlais tout à l'heure, Pierre, c'est quelque chose qui est typiquement du montage en post-prod. Oui. C'est-à-dire que vu qu'il y a cette scène avec Pélage qui existe dans la Director's Cut, tu vas avoir en fait je pense qu'au départ, il s'était dit on va peut-être voir tous les chevaliers un petit peu, un par un, leur enfance, quoi. Et ça a dû dégager, à mon avis, au montage, en se disant non, c'est trop long, ça marche pas. Il faut quand même qu'on ait un narrateur unique, quoi, tu vois. Et ce qui du coup marche pas bien, et c'est pour ça qu'il y a un changement de point de vue, je pense, à un moment, qui devait être peut-être plus homogène au moment où ça a été tourné, et qui finalement disparaît au montage, quoi. Il y a, et je dois absolument le raconter, parce que pour moi, c'est vraiment tout le sel du film, il est là. On a le personnage alors c'est Ambrosinus, il s'appelle dans la dernière Légion, mais il va se révéler être Merlin, qui est joué par ce gros cabotin de Ben Kingsley, qui passe tout le film en fait, et c'est un peu le même postulat que Kaamelott du coup, tu vois, à faire un Merlin qui, paraît-il, est super fort, mais en fait il fait des petits tours de passe-passe, tu vois, il s'est dressé un corbeau, et du coup il fait genre, il connaît les astres et tout. Plus on arrive vers la fin du film, plus il va y avoir la dernière grande bataille, et ça va être formidable, et du coup Merlin il sert plus à rien. Et du coup, il se dit un truc formidable, il se dit attendez, mais moi je vais servir à quelque chose. Il monte sur un rempart, tu vois, et quand il y a l'armée des ennemis qui approche, il lève ses bras comme ça, comme un espèce de métalleux, un peu un lendemain d'une matinée compliquée du Hellfest, et il commence à dire Voltigerne, c'est le méchant du film. Il a un gros masque, il est très méchant, et il dit Voltigerne, je te donne le feu. Et là derrière, il y a les mecs, les soldats de la fameuse dernière Légion qui disent bah tiens, on va actionner les catapultes, et du coup qui tirent deux espèces de boules enflammées. Et là, les gros méchants se disent oh merde, ils ont un sorcier. Et je pense que ça résume complètement tout le truc de la dernière Légion, quoi. C'est-à-dire que on a un personnage qui ne sert plus à rien et qui essaie de faire des trucs rigolos pour amuser les enfants. Et moi, personnellement, ça me touche énormément. Et rien que pour cette scène, ce film a une certaine beauté, je trouve. D'ailleurs, on peut le mettre en parallèle avec le roi Arthur de Fuqua, où complètement. Où Merlin, qu'est-ce qu'il commande à la fin, à la dernière bataille? Je vous le donne en mille. Les catapultes. Et mais ça, mais par contre, leur Merlin à eux, c'est Stephen Dillon, donc Stannis dans Stannis Baratheon de Game of Thrones, et qui a pas du tout le même charisme que Ben Kingsley, qui ne fait pas du tout la même chose, ça marche pas très très bien. Sur le plan purement histo, je dois bien avouer que ça fait peut-être partie aujourd'hui des trucs qui m'agacent un peu, les catapultes sur les champs de bataille. Il n'y a pas grand chose, tu vois, je suis plutôt bon public, et dire qu'un film, c'est pas forcément la retranscription de la réalité historique, mais j'avoue que voir les mecs tirer à boulet sur des armées, ça me fait toujours un peu vriller. Alors, après, c'est énervant ça peut t'énerver de façon légitime dans Le Roi Arthur, qui est vraiment un film historique. C'est écrit dans le petit carton du début. Oui, non, mais complètement. Je pense qu'Antoine Fuqua, il a découvert son film au cinéma, il s'est dit putain merde, c'est historique ce que j'ai fait, j'étais pas au courant moi. Non, mais ça c'est un trope un peu, tu vois, on utilise, en fait on a tendance à mettre les armes de siège comme si c'était des tanks, tu vois, c'est des armes de dissuasion, tu vois, donc du coup c'est... Oui, Edouard ? Je dirais même, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, dans le premier podcast, en fait pour eux, catapulte est égal à artillerie qui est utilisée dans la guerre moderne aujourd'hui, et artillerie de campagne qu'on peut déplacer facilement. À l'époque, clairement, tu crées une catapulte, tu sais que tu vas t'en servir pendant longtemps, pas pendant une bataille vite fait. Ouais, c'est ça. C'est pas des canons en fait les catapultes. Ceci étant dit, en parlant de catapultes et de Roi Arthur, on avait prévu pour aller dans la continuité de cette analyse de faire le Kaamelott d'Alexandre Astier, qui devait sortir au cinéma normalement ce mois-ci, et on ne sait pas quand est-ce que ce sera, qu'on en parlera, mais attendez-vous à un retour du Roi Arthur dès que ce sera possible, sachant qu'on avait vu aussi que techniquement cette année devait sortir Green Knight, un film produit par A24, donc du coup qui a produit entre autres The Witch dont on parlait le mois dernier. Et ça nous intéressait beaucoup de mettre en parallèle ces deux films sur la légende arthurienne qui
vont se revendiquer ou pas de l'histoire. Donc à voir, mais attendez-vous à ce que ça revienne dans nos propos. Pour le coup, on va laisser Arthur se reposer avec ses chevaliers et on va passer à nos recommandations. Édouard, qu'est-ce que tu nous recommandes pour aller dans la continuité de tout ça? Dans la continuité de tout ça, moi je recommanderais le cycle la saga du roi Arthur de Bernard Cornwell, qui, je crois, correspond assez bien à cette époque assez trouble où où le reste de l'Empire romain va cohabiter avec, on va dire, le haut Moyen-Âge, enfin les âges sombres du Moyen-Âge, et voilà, où Romains et barbares vont cohabiter pour donner naissance à une nouvelle civilisation, une nouvelle période. Bernard Cornwell, qui, on l'a cité précédemment, Christophe l'a cité précédemment, était également à l'origine des livres Le Dernier Royaume, la saga saxonne, qui a été adapté par Netflix il n'y a pas si longtemps que ça, sous le nom de The Last Kingdom. Voilà. Et alors, je pense qu'en plus, c'est un petit peu assumé que c'est une des influences, en tout cas de parti pris du roi Arthur, hein, là, de... Il y a un peu de ça dans le Antoine Fuqua. Les droits d'adaptation ont été achetés du cycle du roi Arthur par la boîte de production qui s'appelle Bad Wolf, qui est constituée des anciens producteurs de Doctor Who 2005-2010 du coup pour la période, et qui produit actuellement à la croisée des mondes en fait, sur HBO Max, et du coup qui je pense s'attellera probablement à faire quelque chose de ces droits achetés après à la croisée des mondes du coup. Voilà. Je croise les doigts. Mais si vous aimez bien le petit Merlin roublard de Ben Kingsley, je pense avec Bernard Cornwell, vous êtes bien. Vous tombez au bon endroit. Oui, tout à fait. Parce qu'il a ce côté, c'est quelque chose qui se veut historique, donc il va vraiment explorer le côté, tout ce qu'il y a de plus histo, mais en mettant du légendaire dedans dès qu'il y a un trou et qu'il faut combler, quoi. Exactement. Mais toujours avec une espèce d'idée de superstition plus que de magie, quoi. Voilà. En somme. Et vous retrouverez le culte de Mitra et compagnie, vous allez voir, il y a tout dedans. Ouais, il y a tout. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors du coup, moi, en termes de recommandations, j'ai pas grand-chose, en fait, parce que tout ce qu'il y avait... J'ai pas grand-chose, donc je vais juste évoquer la mémoire d'un jeu vidéo qui a marqué mon enfance, mais que je retrouve pas, donc c'est un peu nul, je vais vous parler d'un truc... je sais pas si vous avez une piste d'un jeu vidéo cryo interactif qui est sorti dans les années 2000, qui s'appelait Chevalier d'Arthur, qui était un point and click assez classique mais avec une ambiance intéressante. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que tu pouvais jouer un chevalier du coup d'Arthur de la table ronde, quoi, mais avec deux points de vue, le point de vue d'un personnage celte ou le point de vue d'un personnage chrétien du coup, et je trouvais ça intéressant de rappeler la mémoire de ce petit truc là. J'ai cherché, ça n'existe pas sur Steam, je pense sur Abandonware doit y avoir un truc, donc il faut un PC clairement des années 2002 pour le faire tourner, et je sais pas, c'est pour évoquer des souvenirs à certains d'entre nous. C'était la même boîte qui avait fait tu sais, genre Chine, conspiration au cœur de la cité interdite, ou Versailles 24 heures avant que le roi soleil se fasse exploser, tu vois, qui faisait des espèces d'histoires un peu dans un cadre historique avec une volonté de raconter un petit peu l'histoire à des gamins, et voilà, je trouve ça intéressant. Après, j'ai pas bien plus, donc je vous conseille ça. Éventuellement, on parlait de Mitra, donc je vous conseille d'aller voir Doomsday de Neil Marshall avec une bonne bière et de la pizza, ça passe, quoi. Et toi, Christophe, toi qui est finalement notre connaisseur de ce roi Arthur, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Moi, je vais pas recommander de l'arthurien pour le coup. Je vais faire une petite incartade, je vais faire un petit peu le filou. Il y a Ben Kingsley dans La Dernière Légion. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler de Watership Down de Richard Adams, qui du coup est un bouquin. Pourquoi je le lis à tout ça ? Parce que Ben Kingsley, dans l'adaptation de Watership Down qui a été faite il y a 2 ans par la BBC et Netflix, fait la voix du méchant dedans. Voilà. Watership Down, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire de lapin. C'est considéré comme un grand roman de fantaisie animalière.
En vrai, si je vous raconte le début, ça va plus vous évoquer l'arme de sang que vous avez pleuré en regardant le début des Animaux du Bois de Katsu qu'autre chose. C'est des lapins qui sont obligés de quitter leur garenne parce qu'il y a des gens qui veulent construire des lotissements dessus et du coup qui doivent se tirer pour essayer de trouver un endroit où vivre, quoi. Seulement tout ça est matiné à la fois de poésie assez naturaliste et d'un souffle épique certain et d'une tension qui est assez folle. On pourrait ne pas croire en se disant qu'on va suivre des lapins pendant 400 pages, quoi. Et ils ont également toute une mythologie qui a été créée, qui est sur une base mi-indienne, mi-roman de renard, mi-arthurien derrière. Donc du coup, il y a quand même un espèce de filigrane mythologique derrière. Et ça fait partie des bouquins qui sont aussi influencés, on en parlait, par Joseph Campbell, puisqu'il est écrit dans les années 70. Et du coup, c'est dans cette vibe de livre, mais une fois de plus avec un auteur qui arrive à le manier sans que ce soit visible. Voilà. Je vous conseille Watership Down de Richard Adams. Voilà. Très bien. Eh bien, merci les loulous pour ces recommandations. Maintenant, il est temps de conclure. J'espère que cette émission vous a plu. On s'est un petit peu plus... elle était moins préparée, donc on s'est un petit peu plus baladé au gré de nos digressions. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Normalement, la prochaine émission était censée, comme vous l'a dit Christophe, être consacrée au Camelot de Alexandre Astier, mais comme il est repoussé, on fera ça plus tard. Voilà. Donc à la place, on va vous proposer une émission un peu concept. On teste des trucs pour remercier notamment les tipeurs, c'est-à-dire qu'ils vont nous proposer une sélection de films historiques dont ils aimeraient bien qu'on parle. On va regarder ça et puis on va vous dire ce qu'on en a pensé. J'espère que ça vous plaira et merci aux tipeurs de donner un petit peu de corps à cette émission. Et un grand merci également à Aurélie Passy et Clément Salviani qui encore une fois ont su répondre à nos interrogations sur l'armée romaine, sur le fonctionnement de la société romaine et des choses comme ça. Donc voilà, merci à eux, merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Douve. Salut. Ciao, ciao. Bienvenue ou re-bienvenue dans La Douve, la version netto de la marche de l'histoire. Et ensemble... C'est parfait. Ah là là. Bon allez, je recommence. Ah non, t'es sûr? Moi j'aimais bien ça. Non, recommence. Ah bah si. Non mais faut dire aux gens, on est fatigué, c'est la deuxième émission qu'on enquille d'affilée. On va parler de films plus rigolos. Ouais, la version netto de la marche de l'histoire. Non, moi je trouve ça bien. Et moi, il me faut l'aval d'Edouard. Non, mais alors tu sais quoi, recommence, fais-le bien, et ça je le mettrai en post-générique. Je vais boire jusqu'à plus pouvoir pisser droit. Ça, tu le fais tous les soirs? J'ai jamais pu pisser droit. Faut dire que c'est pas facile à manier, ce que j'ai là. Et c'est un problème. Non, c'est vrai, c'est un problème. C'est comme une grosse pomme dans une main de bébé.